Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur Monaco Info. Nous allons découvrir ensemble les grands titres de cette nouvelle édition. Monaco accueille l'Assemblée générale de l'ICRI, l'initiative internationale pour les récifs coralliens. La transition numérique est en marche dans les établissements scolaires de Monaco. Les petits élèves découvrent de nouveaux outils pédagogiques. Reportage dans ce journal. Le Lions Club Monaco vient de donner une conférence de presse pour présenter ses actions à venir. Cécilia Bartoli et la formation des musiciens du Prince en concert à la Philharmonie à Paris. Et puis l'invité de la semaine sera un aventurier hors norme, Mike Horn. À l'été dernier, Monaco prenait la coprésidence de l'ICRI aux côtés de l'Australie et de l'Indonésie. L'ICRI est l'initiative internationale pour les récifs coralliens et c'est donc tout naturellement en principauté que se tient tout au long de la semaine l'Assemblée générale de l'ICRI. Des experts sont réunis jusqu'au 7 décembre pour débattre des moyens de mieux préserver les récifs coralliens. Alexandra Pani nous livre les enjeux de cette réunion. Depuis le mois de juillet, la principauté co-préside aux côtés de l'Australie et de l'Indonésie l'initiative internationale pour les récifs coralliens, plus communément appelée l'ICRI. Cette organisation a pour ambition d'inverser la tendance à la dégradation des récifs coralliens et aux écosystèmes associés à travers le monde. L'implication de Monaco dans l'ICRI date de 1999. L'Assemblée générale se déroule sur 3 jours ici en principauté et réunit un panel d'experts internationaux. Les récifs de coraux sont des gisements essentiels pour la biodiversité, pour la reproduction de la faune ichtyologique et on est particulièrement heureux d'accueillir ici cette réunion et d'essayer de voir quels sont les moyens pour remédier ou améliorer la situation des récifs, les rendre plus résilients. Étant rappelé tout de même que le moyen le plus important, et pour ne pas dire essentiel, eh bien, c'est de marcher vers une économie décarbonée, puisque les récifs de coraux et les épisodes de blanchissement sont essentiellement liés au changement climatique, bien entendu. L'Australie fait partie des 8 pays fondateurs de cette organisation. L'emblématique Grande Barrière de Corail est directement impactée par les changements climatiques. Des solutions sont envisagées par le gouvernement australien. Le gouvernement d'Australie vient d'annoncer cette année un investissement très important de 500 millions de dollars australiens, en plus des 2 milliards déjà investis sur le plan de la protection et le renforcement de résilience de ces systèmes de récifs. Et ce programme va améliorer des programmes de recherche, des systèmes de cultivation sur le continent australien qui évidemment a des effets sur le récif, également sur la gestion du tourisme et d'autres mesures très importantes pour renforcer la résilience de ce système. Et nous espérons que l'expérience que nous tirerons de ces investissements serviront également aux autres pays. Blanchiment des coraux pour l'Australie, lutte contre la surpêche pour l'Indonésie. Le constat est alarmant pour cet écosystème qui est le plus riche et le plus diversifié de notre planète. Les menaces sont en réalité plus importantes que ce que l'on croit. C'est très alarmant pour la durabilité et la préservation des récifs coralliens. Le problème, c'est que les menaces sur les coraux menacent également les habitants. En Indonésie, plus de 7 millions de personnes dépendent de la santé des récifs. La plupart sont des pêcheurs. L'un des dangers est la technique de pêche japonaise, AUU, mais aussi la surpêche. Et tout cela est dû à la demande du marché. Je pense que nous devons répondre avec des solutions prises internationalement. Des solutions globales sont envisagées, mais également des solutions locales, comme la sensibilisation des pêcheurs et des habitants de ces États insulaires ou côtiers. Rappelons qu'en marge de cette Assemblée générale, s'est également tenu au musée océanographique un atelier Finance innovative qui avait pour objectif de mettre en lumière les différentes opportunités de financement liées à la conservation marine. Et en amont de cette Assemblée générale de l'ICRI, le Centre scientifique de Monaco et l'Association monégasque sur l'acidification des océans ont organisé pendant 2 jours un atelier portant sur l'avenir des récifs coralliens. Nous écoutons Denis Allemand, le directeur du Centre scientifique. Nous avons essayé de rassembler
parmi la douzaine de meilleurs experts mondiaux sur la conservation, la biologie de la conservation et la biologie des coraux. Donc c'est ce travail que nous faisons ici pendant 2 jours pour essayer non seulement de faire un constat, mais surtout de bâtir les solutions. Ce qui apparaît, c'est qu'il n'y a aucune solution isolée qui est suffisante. Les solutions qu'on appelle globales, c'est-à-dire les mécanismes d'atténuation de l'émission de CO2, sont absolument importantes, sont absolument cruciales sur l'avenir des récifs, mais ne sont pas suffisantes. Pour arriver réellement à quelque chose, pour maintenir les récifs en l'état dans le futur, il faudra non seulement ces solutions-là, mais également mettre en place des solutions beaucoup plus locales, du style aire marine protégée, évolution assistée, modification de la biologie des coraux. C'est absolument vital si on veut non pas revenir à ce qu'étaient les récifs il y a 20 ans, mais simplement voir les récifs que l'on connaît aujourd'hui se stabiliser. Alors souvent on peut se poser la question de se dire les récifs évoluent, finalement ça reste toujours des récifs, mais on peut donner juste une comparaison. Quand on parle de forêt, une forêt ça reste toujours une forêt tropicale humide, est-ce que c'est réellement comparable avec une garrigue méditerranéenne? Non, c'est exactement ce qui se passe actuellement sur les récifs coralliens. Finalement, la couverture globale des récifs reste la même, mais on assiste à une évolution majeure de la population de coraux qui entraîne des évolutions majeures de la biodiversité, une diminution énorme des poissons récifaux. Et pour clore ce dossier sur les récifs coralliens, sachez que la principauté de Monaco coprésidera l'ICRI avec l'Indonésie et l'Australie jusqu'en 2020. En principauté, la transition numérique s'opère dans les établissements scolaires depuis quelques années maintenant. Désormais, les petits élèves monégasques côtoient au quotidien des robots. Mais cela n'est pas la seule innovation dont ils bénéficient. Frédéric Ginta, le délégué interministériel en charge de la transition numérique, et Patrice Cellario, ministre de l'Intérieur, se sont rendus à l'école de la Condamine pour les rencontrer. C'est un reportage signé Frédéric Elion. De nos jours, les nouvelles technologies prennent une place prépondérante dans notre quotidien. Si les anciennes générations ont parfois un peu de mal à appréhender les tablettes, smartphones et autres outils numériques, les nouvelles, elles, y sont confrontées dès le plus jeune âge. La principauté lançait en septembre 2014 un plan de développement du numérique dans les établissements scolaires. Fini les tableaux noirs et la craie, place aux tableaux numériques, au Wi-Fi et à l'arrivée de robots pédagogiques, l'une des illustrations de la transition numérique à Monaco. C'est surtout l'apprentissage de la logique, de la programmation pour les élèves depuis le plus jeune âge, puisque effectivement nous sommes en primaire, on va aller ensuite à l'école Stella puisqu'on commencera dès la maternelle. Oui, c'est important d'apprendre aux élèves d'abord à ne pas être effrayés par la technique, la technologie, et puis surtout d'apprendre cette décomposition de séquences logiques les unes derrière les autres pour permettre de faire une action complexe. Donc c'est effectivement très important pour le monde dans lequel on vit. En fait, là, on permet à des futures générations d'appréhender la logique d'algorithmie, de programmation qui rythmera un peu les interactions qu'ils auront avec les machines qui sont de plus en plus présentes. En fait, on leur donne les clés pour s'intégrer dans la transition numérique avec des outils numériques d'une manière ludique et collaborative. L'autre point qui est essentiel sur lequel l'équipe pédagogique travaille, c'est que ces outils permettent de renforcer le travail en équipe, ce qui est aussi central. Les élèves de CE2 viennent de découvrir MoverKit, un bracelet connecté aux différentes fonctions. Les CM1 ont montré leur maîtrise de Bluebot, un robot dont il faut programmer les déplacements. Et depuis 1 an et demi, Timio, un robot interactif, est lui utilisé par les élèves de CM1 et CM2. Les enfants l'ont déjà découvert l'an dernier avec leur enseignante. Ils ont travaillé toutes sur une période, un trimestre. Et donc moi j'ai repris le travail qui a été fait l'an dernier, j'ai un petit peu continué avec eux, donc on va dire que ça fait 3, 4, 5 mois qu'ils sont sur ce robot. Aujourd'hui on devait s'échanger les Timio et deviner en fait le programme que les autres avaient fait. Et comment tu fais pour deviner justement ? En fait on essaye tous les boutons, tous les capteurs et on essaye de voir les couleurs, la musique que ça fait et voilà. 4 types de robots sont utilisés en primaire, 1 pour les collèges. D'ici septembre 2019, l'objectif est que Monaco soit le premier pays au monde à promouvoir le coding de la maternelle à la 3e sur l'ensemble de l'enseignement public avec des systèmes adaptés pour chaque tranche d'âge. Le Lions Club de Monaco vient de lever le voile sur son calendrier des mois à venir. Plusieurs temps forts sont prévus.
au premier rang desquels le 6e concours international de piano à 4 mains. Le détail avec Sandrine Nègre. Il a vu le jour au début des années 60 sous la présidence d'honneur du prince Régnier III. Depuis sa création, le Lions Club de Monaco a multiplié les actions en faveur des autres selon son grand principe. Aujourd'hui, le prince Albert II en est le président d'honneur et l'éventail d'événements proposés poursuit toujours le même objectif, aider et servir ceux qui en ont besoin. On va faire le 6e concours international de piano à 4 mains. Et ça va être quelque chose d'assez fantastique avec une soirée de gala qui aura lieu le samedi 15 décembre et où aura lieu la finale en direct. Et même le public aura le droit de choisir le prix du public, bien évidemment. Parce qu'on aura un jury de professionnels, de grands musiciens qui, eux, détermineront la meilleure des deux équipes. Sachez d'ailleurs qu'il reste encore des places pour participer à cette soirée. Une soirée qui s'est inscrite au fil des éditions comme un rendez-vous incontournable et très cosmopolite. Nous avons donc la chance d'avoir déjà 4 groupes qui représentent la Pologne, la France, l'Italie et le Japon. Donc ça c'est déjà important, nous avons déjà 4 finalistes et il va falloir les séparer encore. Ça se passera le vendredi à l'Académie de musique pour avoir plus que 2 duos. Et ces 2 duos vont être donc confrontés à un concerto qui est un concerto folklorique qui est sous l'écriture un peu espagnole d'un compositeur qui s'appelle Carl Michael, qui est un compositeur australien et anglais. Après la fin d'année 2018, place aussi à l'agenda 2019 avec, au mois de mars, le Super Loto Bingo au profit de l'œuvre de Sœur Marie. Le Lions Club de Monaco a également profité de cette présentation pour parler de la nomination d'ambassadeurs afin de développer des relations avec les Lions Club des pays voisins, France et Italie. Et notez-le également, puisqu'il est question d'œuvres caritatives, le Téléthon va se dérouler le week-end prochain à Monaco. De nombreuses animations auront lieu dans le village installé sur le port. Une belle idée de sortie et une belle manière surtout de contribuer à une bonne action en finançant la recherche sur les maladies génétiques. Quittons Monaco pour rejoindre Paris, où la formation des musiciens du Prince et Cécilia Bartoli viennent de faire une étape dans le cadre de leur grande tournée internationale. Ils ont donné un concert à la Philharmonie. José Sacré et Serge Prémont y assistaient. Après le triomphe de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo le 8 décembre 2017 à la Philharmonie de Paris, l'ensemble Les Musiciens du Prince Monaco était le 3 décembre 2018 sur la même scène pour y donner un concert Vivaldi avec Cécilia Bartoli. À cette occasion, une délégation du tourisme et des congrès de la Principauté assistait à ce concert avec ses invités. La direction du tourisme, nous suivons autant le service presse que les autres services en fait, de la direction du tourisme, le service du tourisme d'affaires ou tourisme loisirs. Nous suivons les tournées de toutes les entités culturelles de Monaco. Et à cette occasion, nous organisons des soirées relations publiques. Moi, de mon côté, pour le service presse, je vais inviter en fait une vingtaine de journalistes avec leurs conjoints. C'est une manière d'entretenir les relations avec des journalistes avec lesquels j'ai l'habitude de travailler toute l'année ou avec lesquels j'ai envie de développer certaines relations. Et ce sont des super ambassadeurs, en fait, les entités culturelles. Cela permet de montrer une autre facette de Monaco qu'ils ne connaissent pas toujours et de passer une super soirée. Nous avons rejoint l'hôtel Fairmont pour y retrouver notre invité de la semaine, l'infatigable aventurier Mike Horn. Bonjour Mike Horn. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes sorti de votre domaine de prédilection, domaine naturel de prédilection, pour venir donner une conférence ici en Principauté aux clients de la Société Générale Private Banking Monaco. On vous demande comme ça régulièrement de venir donner des conférences? Oui, je ne fais pas souvent des conférences, mais de temps en temps, je décide de revenir à Monaco, où je suis parti en 2006 pour faire mon tour du monde en passant par les deux pôles. C'est toujours un plaisir. Et puis de voir
les amis que j'ai ici, et puis de voir Prince Albert de temps en temps, de parler un peu avec lui concernant en fait tout ce que j'ai vu changer dans la nature et tout ça, c'est toujours un plaisir. Il y a cette relation vraiment privilégiée avec la principauté. Hein. Ça a été quand même un endroit où vous avez écrit les plus belles pages de vos records, de vos expéditions. Exactement, c'est là où ça commence et c'est là où ça finit. Et puis pour moi, c'est pour ça que j'ai dit oui tout de suite, parce que en fait, ça me permet d'arriver ici et puis de voir un peu des gens qui me soutiennent vraiment. Quand vous vous adressez à une audience comme celle d'aujourd'hui, cela vous permet de les sensibiliser, de les alerter aussi? Oui, pour moi, c'est en fait les conférences, c'est une manière de partage. Je peux partager à travers de la télévision, ou je peux partager à travers d'un livre ou à travers de mes conférences. C'est sûr que quand on parle en fait avec les gens, c'est là où on peut leur montrer un peu que notre terre il est un peu fragile, pour leur montrer un peu la vérité des choses qu'on retrouve en fait sur les terrains. Sur quel point particulièrement mettez-vous l'accent? Qu'est-ce que vous avez constaté? Dernièrement, j'ai traversé l'Antarctique. C'est une expédition qui n'a jamais été faite par avant. De traverser l'Antarctique sur la partie des plus larges. C'était un rêve qu'on a eu, en fait, comme dans le monde d'exploration depuis 100 ans. Et puis, c'est aussi là où je vois actuellement ce qui se passe, en fait, sur les terrains. Et puis, des témoins de ça, je pense, et de ramener des photos et des films, les gens peuvent en même temps voir presque en temps réel comment ça se passe vraiment. Ce sont les stigmates du réchauffement climatique. Exactement. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on exagère normalement pour tirer l'attention à ces sujets-là. Pour moi, c'est plutôt de montrer ce qui se passe vraiment réellement sur les terrains. Et puis les conférences, en fait, c'est aussi de partager une philosophie de vie, une manière de vivre. Moi, je suis aussi confronté à pas mal de problèmes et puis des challenges que tout le monde a. Oui, les questions du dépassement de soi. Quels conseils vous prodiguez? Mais écoute, moi, je pense c'est pour nous, dans la vie, d'être heureux, c'est la chose heureuse ou heureux, je ne sais pas, j'ai oublié comment parler français, mais d'être content et heureux, c'est important. Et puis, je fais des choses que je fais aujourd'hui parce que ça me rend heureux. Et puis, en même temps, tu peux cohabiter, en fait, avec les autres sur notre planète. Et puis, de vraiment réaliser ses rêves, des petits rêves tout bêtes aussi, c'est aussi une manière de se sentir vivant et puis d'être vivant. On n'a que 30 000 jours à vivre, hein, 2 ans de vie jusqu'à l'âge de 82 ans, l'âge moyen des gens sur la planète. Et puis il faut profiter, il faut vivre, il faut être libre un peu dans la tête, il faut attaquer, il faut penser déjà d'une manière très positive qu'on peut faire des choses, même si on n'a jamais fait ça auparavant. Il y a les émissions télé, il y a les défis, les challenges que vous relevez, il y a ces conférences, il y a les multiples voyages. Vous êtes infatigable, vous avez ce besoin, vous redoutez l'inactivité, c'est ce qui vous rend heureux puisque vous nous dites qu'il faut être heureux. J'ai trop d'énergie et puis cette énergie, je mets bien en fait dans la manière que je vis. On vous a suivi il y a quelques mois de cela. Vous étiez au départ du Yacht Club de Monaco pour un nouveau périple incroyable. Où en êtes-vous aujourd'hui? Alors vous avez rencontré une petite difficulté à la fin d'un parcours, hein, mais vous étiez parti d'abord en bateau et puis ensuite il y a eu de nouveau la marche dans ces endroits hostiles. Écoute, là, j'ai traversé les pôles sud qui était pour moi peut-être le plus grand défi de ma vie. C'était un rêve que j'ai eu depuis maintenant bien 20 ans. Quand j'ai eu
Quand j'ai eu 15 ans, je voulais traverser l'Antarctique. Et puis, c'était seulement 20-30 ans plus tard que j'arrivais de le faire. Et puis, pour moi, d'arriver vivant de l'autre côté, et tu es le seul blaireau sur la planète qui a traversé l'Antarctique, c'est formidable. C'est pour ça que j'aime bien continuer. Et pendant que je peux encore, je sais que j'arrive vers un certain âge où mes jours sont un peu comptés. Comme un explorateur, peut-être après je peux faire quelque chose d'autre, mais où je veux encore faire 2 ou 3 petites choses. À ce moment, je suis à Hong Kong. Et là, la semaine prochaine, je monte dans la direction d'Alaska, dans les droits de Bering. C'est environ 5000 milles nautiques depuis Hong Kong. Retourner au froid. En navigation, ça va prendre 1 mois et demi d'arriver. Il fait froid, il fait nuit. C'est des conditions, l'hiver dans l'Arctique qui est un peu extrême. Mais moi, j'aime les mauvais temps, j'aime des challenges dans la vie. J'aime pas seulement quand il fait beau. Parce que quand on vit seulement quand il fait beau, on loupe la moitié de notre vie. Moi, je vis jour et nuit quand il fait beau et mauvais. Et je préfère presque des mauvais temps parce que je sais, après des mauvais, ça va devenir beau. Quand il fait bon, ça peut devenir mauvais. Mais moi, je profite à ce moment de toutes mes expériences que j'ai vécues depuis 20 ans comme un explorateur, qu'aujourd'hui, je peux appliquer toute cette connaissance à mes projets. Mike Horn, on est ravis de vous avoir retrouvé sur Monaco. Donc peut-être bientôt un nouvel exploit ou une arrivée en principauté. Oui. Normalement, si tout va bien, au mois d'octobre-novembre, je dois retourner au port, ici, en face du Yacht Club de Monaco. Il faut juste rester un peu vivant pour encore 6-7 mois. Et puis après, normalement, une fois que le pôle Nord est traversé, c'est vraiment là où je peux gentiment arriver en toute douceur ici à Monaco. Bon, alors prenez soin de vous. On vous attend à l'automne prochain en principauté. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Et tout de suite, un petit coup d'œil sur les prévisions météo avant les magazines du jour. Jeudi, pas de précipitations attendues, mais la journée sera globalement nuageuse avec des températures comprises entre 10 et 13 degrés. Vendredi, retour partiel du soleil, pas de changement du côté du Mercure. Samedi, encore davantage de soleil que la veille. Une bonne chose donc pour les villages Téléthon et de Noël. Dimanche, légère hausse des températures avec 16 degrés au meilleur de la journée et un plein soleil dont il faudra profiter car le retour de la pluie est prévu pour le début de semaine. À très bientôt sur Monaco Info.